C'est le vent qui se déchaîne. Flac! C'est la pluie qui tombe à torrent. Cette rafale mugissante courbe les arbres de la côte volsinienne et va se briser contre le flanc des montagnes de Crima. Le long du littoral, de hautes roches sont incessamment rongées par les lames de cette vaste mer de la mégalocride. Frit. Flac. Au fond du port se cache la petite ville de Luctrop. Quelques centaines de maisons avec miradors verdâtres qui les défendent tant bien que mal contre les vents du large. 4 ou 5 rues montantes, plus ravides que rues, pavées de galets souillées de scories que projettent les cônes éruptifs de l'arrière-plan. Pendant le jour, la poussée intérieure s'épanche sous forme de vapeur sulfurée. Pendant la nuit, de minute en minute, gros vomissements de flammes. Comme un phare d'une portée de 150 Khertz, le Vanglor signale le port de Luctrop aux caboteurs, Felzan, Verlich ou Balanz, dont l'étrave scie les eaux de la mégalocride. De l'autre côté de la ville s'entassent quelques ruines de l'époque crimérienne, puis un faubourg d'aspect arabe, une casbah à murs blancs, à toits ronds, à terrasses dévorées du soleil, amoncellement de cubes de pierre jetés au hasard, vrai tas de dés à jouer, dont les points se seraient effacés sous la patine du temps. Entre autres, on remarque le 6-4, nom donné à une construction bizarre, ayant 6 ouvertures sur une face, 4 sur l'autre. Un clocher domine la ville, le clocher carré de Sainte-Philphilène, avec cloche suspendue dans l'entrefend des murs, et que l'ouragan met quelquefois en branle. Mauvais signe. Alors on a peur dans le pays. Tel est Luctrop. Puis des habitations éparses dans la campagne, au milieu des genêts et des bruyères. Passime, comme en Bretagne. Mais on n'est pas en Bretagne. Est-on en France ? Je ne sais. En Europe ? Je l'ignore. En tout cas, ne cherchez pas Luctrop sur la carte, même dans l'atlas de Stiller. Froc. Un coup discret a été frappé à l'étroite porte du 6-4, à l'angle gauche de la rue Messalière. C'est une maison des plus confortables, si toutefois ce mot accourt à Luctrop. Une des plus riches, si de gagner bon an mal an quelques milliers de Fretzer constitue la richesse. Au Froc a répondu un de ces aboiements sauvages, dans lesquels il y a des hurlements, ce que serait l'aboiement d'un loup. Puis, une fenêtre s'ouvre au-dessus de la porte du 6-4. « À tous les diables, les importuns !» dit une voix de méchante humeur. Une jeune fille grelottant sous la pluie, enveloppée d'une mauvaise cape, demande si le docteur Trifulgas est à la maison. « Il y est ou n'y est pas, c'est selon. »« Je viens pour mon père qui se meurt. »« Où se meurt-il ?»« Du côté du Valcarniou à 4 Khertz d'ici. »« Et il se nomme ?»« Vort Cartif. »« Vort Cartif ? Le craquelinier ?»« Oui. Et si le docteur Trifulgas... »« Le docteur Trifulgas n'y est pas !» Et la fenêtre se referma brutalement, pendant que les frites du vent et les flaques de la pluie se confondaient dans un assourdissant tapage. Un homme dur, ce docteur Trifulgas, peu compatissant, ne soignant que contre espèces versées d'avance. Son vieux Urzoff, un métis de bulldog et d'épagnols, aurait eu plus de cœur que lui. La maison du 6-4, inhospitalière aux pauvres gens, ne s'ouvrait que pour les riches. D'ailleurs, c'était tarifé. Tant pour une typhoïde, tant pour une congestion, tant pour une péricardite et autres maladies que les médecins inventent par douzaines. Or, le craquelinier Vort Cartif était un pauvre homme, d'une famille misérable. Pourquoi le docteur Trifulgas se serait-il dérangé par une nuit pareille ? « Rien que de m'avoir fait lever, » murmura-t-il en se recouchant. « Ça valait déjà 10 Fretzer. » 20 minutes s'étaient à peine écoulées que le marteau de fer frappait encore à lui du 6-4. Tout maugréant, le docteur quitta son lit et, penché hors de la fenêtre, « Qui va là ?» cria-t-il. « Je suis la femme de Vort Cartif. »« Le craquelinier du Volcarniou ?»« Oui, et si vous refusez de venir, il mourra. »
Eh bien, vous serez veuve. Voici 20 Fretzer. 20 Fretzer pour aller au Valcarnew, à 4 kers d'ici. Par grâce. Au diable! Et la fenêtre se referma. 20 Fretzer, la belle aubaine. Risquer un rhume ou une courbature pour 20 Fretzer. Surtout quand, le lendemain, on est attendu à Kiltreno chez le riche Zingoff, le goûteux, dont on exploite la goutte à 50 Fretzer par visite. Sur cette agréable perspective, le docteur Trifulgas se rendormit, plus dur que de vent. Frites, flac, et puis froc, froc, froc. À la rafale se sont joints cette fois 3 coups de marteau, frappés d'une main plus décidée. Le docteur dormait. Il se réveilla, mais de quelle humeur! La fenêtre ouverte, l'ouragan entra comme une boîte à mitraille. « C'est pour le craquelinier. Encore ce misérable! Je suis sa mère. Que la mère, la femme et la fille crèvent avec lui. Il a eu une attaque. Et qu'il se défende. On nous a remis quelque argent. » Reprit l'aïeul. « On a compte sur la maison qui est vendue au camondeur d'Ontrup de la rue Messalière. Si vous ne venez pas, ma petite fille n'aura plus de père, ma fille n'aura plus de mari. Moi, je n'aurai plus de fils. » C'était pitoyable et terrible d'entendre la voix de cette vieille, de penser que le vent lui glaçait le sang dans les veines, que la pluie lui trempait les os jusque sous sa maigre chair. « Une attaque, c'est 200 Fretzer, » répondit le sans-cœur Trifulgas. « Nous n'en avons que 120. Bonsoir !» Et la fenêtre de se refermer. Mais après réflexion, 120 Fretzer pour 1h30 de course, plus une demi-heure de visite, cela faisait encore 60 Fretzer l'heure, 1 Fretzer par minute. Petit profit, point à dédaigner pourtant. Au lieu de se recoucher, le docteur se glissa dans son habit de valvêtre, descendit dans ses grandes bottes de marais, s'enfourna sous sa houppelande de lurten, et son sourouette sur la tête, ses moufles aux mains, il laissa sa lampe allumée près de son codex, ouvert à la page 197. Puis, poussant la porte du 6-4, il s'arrêta sur le seuil. La vieille était là, appuyée sur son bâton, décharnée par ses 80 ans de misère. « Les 120 Fretzer ? Les voici, et que Dieu vous les rende au centuple. » Dieu ! L'argent de Dieu ! Est-ce que personne n'en a jamais vu la couleur ? Le docteur siffla Urzoff, lui mit une petite lanterne à la gueule, prit le chemin de la mer. La vieille suivait. Tous deux remontent ainsi jusqu'au détour du chemin entre les dunes vallonnées, dont les genêts et les ajoncs s'entrechoquent, avec un cliquetis de baïonnettes. Le chien s'était rapproché de son maître et semblait lui dire « Hein ? 120 Fretzer à mettre dans le coffre-fort. C'est ainsi que l'on fait fortune. Une mesure de plus à l'enclos de la vigne. Un plat de plus au souper du soir. Une pâtée de plus au fidèle Urzoff. Soignons les riches malades. Et saignons-les à leur bourse. » En cet endroit, la vieille s'arrête. De son doigt tremblant, elle montre dans l'ombre une lumière rougeâtre. C'est la maison de Vort Cartif, le craquelinier. « Là ?» fait le docteur. « Oui », répond la vieille. « Rrrr !» pousse le chien Urzoff. Tout à coup, le Vanglore détonne, secoué jusque dans les contreforts de sa base. Une gerbe de flammes fuligineuses monte jusqu'au zénith, trouant les nuages. Le docteur Trifulgas a été renversé d'un coup. Il jure comme un chrétien, se relève, regarde. La vieille n'est plus derrière lui. A-t-elle disparu dans quelque entr'ouverture du sol, ou s'est-elle envolée à travers le flottement des brumes? Quant au chien, il est toujours là, debout sur ses pattes de derrière, la gueule ouverte, la lanterne éteinte. « Allons toujours », murmure le docteur Trifulgas. L'honnête homme a reçu ses 120 Fretzer. Il faut bien les gagner. Plus qu'un point lumineux à une demi-kertz. C'est la lampe du mourant. Du mort, peut-être. Voilà bien la maison du craquelinier. L'aïeul l'a indiqué du doigt, pas d'erreur possible. Au milieu des frites sifflant, des flaques crépitant, dans le brouhaha de la tourmente, le docteur Trifulgas marche à pas pressés. À mesure qu'il avance, la maison se dessine mieux,
étant isolée au milieu de la lande. Il est singulier d'observer comment elle ressemble à celle du docteur, au 6-4 de Luctrop. Même disposition de fenêtre sur la façade, même petite porte cintrée. Le docteur Trifulgas se hâte aussi rapidement que le permet la rafale. La porte est entr'ouverte. Il n'a qu'à la pousser. Il la pousse, il entre, et le vent la referme sur lui, brutalement. Le chien Urzov dehors hurle, se taisant par intervalles, comme les chants entre les versets d'un psaume des 40 heures. C'est étrange. On dirait que le docteur Trifulgas est revenu dans sa propre maison. Il ne s'est pas égaré, cependant. Il n'a point fait un détour. Il est bien au Valcarniou, non à Luctrop. Et pourtant, même corridor bas et voûté, même escalier de bois tournant à grosses rampes, usé de frottements de mains. Il monte, il arrive au palier. Devant la porte, une faible lueur filtre en dessous, comme au 6-4. Est-ce une hallucination ? Dans une lumière vague, il reconnaît sa chambre, le canapé jaune à droite, le bahut en bois poirier à gauche, le coffre-fort bardé où il comptait déposer les 120 Fretzer. Voilà son fauteuil à oreillons de cuir, voilà sa table à pied tors, et dessus, près de la lampe qui se meurt, son codex, ouvert à la page 197. « Qu'ai-je donc ?» murmura-t-il. Ce qu'il a, il a peur. Sa pupille s'est dilatée, son corps s'est comme contracté, amoindri. Une transsudation glacée refroidit sa peau, sur laquelle il sent courir de rapides répilations. « Mais hâte-toi donc ! Faute d'huile, la lampe va s'éteindre, le moribond aussi !» Oui, le lit est là. Son lit à colonnes, à baldaquin, aussi long que large, fermé de courtines à grand ramage. Est-il possible que ce soit là le grabat d'un misérable craquelinier ? D'une main qui tremble, le docteur Trifulgas saisit les rideaux. Il les ouvre, il regarde. Le moribond, sa tête hors des couvertures, est immobile, comme au bout de sa dernière respiration. Le docteur se penche sur lui. Ah, quel cri ! Auquel répond en dehors un sinistre aboiement du chien. Le moribond n'est pas le craquelinier von Cartif, c'est le docteur Trifulgas. C'est lui que la congestion a frappé, lui-même. Une apoplexie cérébrale, avec accumulation de sérosité dans les cavités du cerveau, avec paralysie du corps, au côté opposé à celui où se trouve le siège de la lésion. Oui, c'est lui pour qui on est venu le chercher, pour qui on a payé 120 Fretzer, lui qui, par dureté de cœur, refusait d'aller soigner le craquelinier pauvre, lui qui va mourir. Le docteur Trifulgas est comme fou, il se sent perdu. Les accidents croissent de minute en minute. Non seulement toutes les fonctions de relation se suppriment en lui, mais les mouvements du cœur et de la respiration vont cesser. Et pourtant il n'a pas encore perdu entièrement connaissance de lui-même. Que faire ? Diminuer la masse du sang au moyen d'une émission sanguine ? Le docteur Trifulgas est mort s'il hésite. On saignait encore dans ce temps-là, et comme à présent, les médecins guérissaient de l'apoplexie ceux qui ne devaient pas en mourir. Le docteur Trifulgas saisit sa trousse, tire une lancette, pique la veine du bras de son sosie. Le sang ne vient pas à son bras. Il lui fait d'énergiques frictions la poitrine. Le jeu de la sienne s'arrête. Il lui brûle les pieds avec des pierres chaudes. Les siens se refroidissent. Alors son sosie se redresse, se débat, pousse un râle suprême. Et le docteur Trifulgas, malgré tout ce qu'a pu lui inspirer la science, se meurt entre ses mains. Frite. Flac. Le matin, dans la maison du 6-4, on ne trouva qu'un seul cadavre, celui du docteur Trifulgas. On le mit en bière
et il fut conduit en grande pompe au cimetière de Luctrop, après tant d'autres qu'il y avait envoyés, selon la formule. Quant au vieux Urzof, on dit que depuis ce jour il court la lande, avec sa lanterne rallumée, hurlant aux chiens perdus. Je ne sais si cela est, mais il se passe de choses étranges dans ce pays de la Volhynie, précisément aux alentours de Luctrop. D'ailleurs, je le répète, ne cherchez pas cette ville sur la carte. Les meilleurs géographes n'ont pu se mettre d'accord sur sa situation en latitude, ni même en longitude.